Salam alaikum, bonsoir. Nous étions le 29 juin hier. Et très curieusement, la télévision algérienne et tous les médias inféodés au régime n'ont quasiment pas évoqué la mémoire du président Boudiaf, Rabbi Rahmo, qui avait été assassiné ce 29 juin 1992. Un blackout qui peut servir de grille de lecture pour tous les soubresauts en profondeur qui agitent en ce moment le régime. Je voudrais juste rappeler que la télévision du régime avait retransmis en direct l'assassinat de Mohamed Boudiaf ce 29 juin 1992. Pareil pour l'assassinat de Matoub Lounès, dont la commémoration de son assassinat a été occultée par la même télé du régime et toutes celles qui en sont les satellites. Pareil pour Hechani, pareil pour toutes les victimes de la mafiocratie. Rabbi Rahmam Jami'an. La télé du régime fait ce que le maître lui dit de faire, tout simplement. Rappelons par ailleurs que le tueur de Mohamed Boudiaf était un officier de l'armée et qu'il appartenait à un très important groupe d'intervention. Cet assassinat n'a pas été élucidé à ce jour, alors que tous les Algériens savent que le contrat avait été lancé par les généraux janvieristes et leurs acolytes avec l'accord tacite de tous les décideurs. Un consensus dans le plus pur style mafieux. Tous les décideurs savaient que l'attentat allait avoir lieu avant qu'il ne se produise. C'est à ces moments-là de terreur et de liquidation que le terrorisme pédagogique avait commencé à se cristalliser, que les personnalités publiques ont commencé à tomber sous les balles du terrorisme. Une affaire parmi tant d'autres du même genre dont je vais vous parler est significative de la dynamique de terreur qui avait été laborieusement mise en branle par les généraux janvieristes et qui peut aider à comprendre les circonstances qui ont mené à l'assassinat du président Boudiaf, entre autres circonstances, bien sûr. C'est une affaire inconnue du grand public, mais qui finira bien par ressortir un jour et qui montre toute l'étendue de la connivence avec des services étrangers entre la junte ou les services de la junte et les services étrangers. Une affaire qui montre bien le genre de coopération entre les services français, pour les nommer, et les services algériens, et qui allait se solder par l'assassinat de 3 officiers algériens, d'un ex-chef du gouvernement algérien, Qasdi Merbah, et du chef de l'État algérien, Mohamed Boudiaf, qui avait été pourtant ramené par ces mêmes généraux. Ces 3 contrats, tous les 3 exécutés par les tueurs du DRS, allaient devenir le cadre général dans lequel allait venir s'installer le terrorisme pédagogique qui allait conduire à une atroce guerre contre les civils, et non pas une guerre civile, et qui se soldera par 250 000 morts, 20 000 disparitions forcées, des centaines de milliers de cas de torture, 1 million de personnes déplacées et un interminable cortège de malheurs. Dans le même temps où ces généraux, leurs acolytes, leur clientèle, leur parentèle s'enrichissaient en milliards de dollars. Cette affaire que je vous rappelle aujourd'hui est celle du colonel Mourad, Rabbi Rahmo. Sur recommandation de Qasdi Merbah, Rabbi Rahmo, ex-chef du gouvernement, chef de parti politique et ancien chef des services secrets algériens, la sécurité militaire, Qasdi Merbah qui avait fourni à
Mohamed Boudiaf a un dossier très complet sur les pratiques mafieuses de plusieurs généraux, dont certains l'avaient ramené lui-même. Donc, Kazim Merba avait remis au président Boudiaf ce dossier et lui désigna, il lui conseilla le colonel Morad, un officier du DRS, dont il répondait, M. Kazim Merba répondait de l'intégrité. Colonel Morad donc a été désigné par M. Boudiaf pour se rendre en France enquêter sur les avoirs de certains généraux, parmi les plus importants de la junte, notamment ceux qui étaient les auteurs du coup d'État de 91. M. Boudiaf avait téléphoné à Pierre Bérégovoy, le chef du gouvernement français, pour lui demander de recevoir le colonel Morad et 3 autres officiers qui l'accompagnaient pour une affaire très grave qu'il lui exposerait de vive voix, lui avait dit M. Boudiaf. Leur véritable mission à ces officiers n'était connue que de Boudiaf et de Kazim Merba. Arrivé en France, le colonel Morad et ses 3 assistants ont été reçus par des assistants de M. Bérégovoy. Ils leur ont donc exposé le motif de leur visite et ils leur ont fourni une liste de généraux qui avaient de gros comptes bancaires en France, des biens immobiliers et des sociétés, et ils ont sollicité une assistance des services français pour mener une enquête sur ces avoirs. Malgré la bonne volonté de Pierre Bérégovoy, cette demande n'a pu aboutir. Des amis français, des amis de qui vous savez, s'étaient mobilisés. Des amis des généraux algériens en fait, qui frayaient avec ceux-ci et même qui couvraient certaines opérations imputées au terrorisme. La demande du président Boudiaf n'a donc pas eu de suite. En cela, Mohamed Boudiaf avait montré toute l'étendue de sa naïveté. Les amis français ont bien sûr informé leurs amis algériens. Et c'est ainsi que le sort du colonel Morad et de ses assistants a été scellé, alors qu'ils se trouvaient encore sur le sol français. Une semaine après leur retour, le colonel Morad fut assassiné de 3 balles dans le cou. Une semaine après sa mort, quelques jours après sa mort, ses 3 assistants, un capitaine et 2 lieutenants, ont été à leur tour liquidés. Comble du cynisme, des honneurs militaires exceptionnels leur ont été présentés lors de leur inhumation. Et leur mort fut attribuée au JIA, bien sûr, qui poussa la gentillesse jusqu'à la revendiquer. Les dossiers que Kazim Merba avait confiés à Boudiaf sur les avoirs des généraux ont été dérobés du bureau de celui-ci, du bureau du président de la République. Puis, ce fut l'assassinat du président Boudiaf, en direct à la télé, pour que cela serve d'exemple à tout le monde. Un peu plus d'une année plus tard, Kazim Merba, son fils, son frère et 2 autres personnes qui l'accompagnaient sont tombés sous les balles des tueurs de la junte. Et leur mort inscrite à l'actif du terrorisme islamiste, bien sûr. Le temps était donné, avec un message clair pour tout le monde, avis aux amateurs.
Assassinat de Mohamed Boudiaf, blackout historique, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir par Skype le professeur Nordin Aoussat, universitaire, conférencier, auteur, le journaliste Yahya Bonouar, tous les deux depuis Paris, Aziz Mouatz, universitaire, journaliste, auteur, qui sera avec nous depuis l'Algérie. Je ne sais pas si c'est Mostaganem, son lieu de résidence habituel, ou Alger. Bienvenue à tous les trois. Nordin Aoussat, marhaba bik معنا. Merci, Si Jamaldine. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, d'abord, félicitations pour le livre que vous venez d'éditer. Nous avons appris la très bonne nouvelle. Vous nous en direz quelques mots tout à l'heure. Mais pour rester sur le sujet de Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou, est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, qu'hier, aucune commémoration n'a été entreprise, pas de dépôt de gerbes de fleurs comme d'habitude, pas de couverture par la télé, pas de couverture par les télé satellitaires du régime. Il y a le son qui coupe. Hein. C'est Nordin Aoussat. Il y a le son qui coupe. Ah, vous n'avez pas entendu ma question, Nordin Aoussat? Non, pas la fin. J'ai juste entendu qu'il n'y avait pas de commémoration. Le NTV, les télévisions satellitaires du régime, les médias d'une façon générale n'ont pas commémoré de la plus petite façon cette journée de l'assassinat comme ils ont l'habitude de le faire. Cette fois-ci, on dirait qu'ils ont eu la pudeur de rester là où ils sont, c'est-à-dire blackout, un blackout sur cette date. Nordin Aoussat, à votre avis, quelle lecture en faites-vous? Déjà, je commencerai par dire que ce n'est pas la pudeur qu'ils ont eue de ne pas, je dirais, commémorer, enfin plutôt rappeler et revivifier pour la mémoire cette mort atroce, cette mort, je dirais, terrible, mais c'est juste, ça doit pas rentrer dans leur agenda actuel de revivifier cette image, donc il vaut mieux l'enterrer avec lui. Donc c'est pas de la pudeur. Mais sinon, toute la presse, c'est bien. Moi, j'étais pas, je dirais, j'ai pas suivi ce qui se disait ou non dans la presse algérienne, mais on le sait, c'est que ils obéissent tous au doigt et à l'œil du pouvoir, bien plus précisément du DRS. Donc il n'est pas, je dirais, dans l'agenda ni dans la stratégie actuelle du pouvoir de rappeler qu'il fut un temps, il y avait un monsieur qu'ils ont ramené de son exil du Maroc et qu'ils ont mis sur le trône, mais en fait, c'était pas un trône, c'était un échafaud pour l'exécuter. Restez avec nous, Nordin Aoussat, un premier tour de micro. Yahya Bonouar, je vais d'abord vous faire voir quelques images sur ce blackout, appelons-le comme ça, de la télévision unique, la télévision du régime, sur cette commémoration. Regardons. Eh, Benoît, nous n'allons pas tout vous passer, nous avons passé juste 2 chaînes, mais toutes les chaînes, il n'y a pas une info
sur cette journée du 29 juin. Yahya Bonouar, quelle est votre lecture de cette occultation? Vous savez, notre connaissance du fonctionnement du régime, quand il y a un blackout de cette manière, c'est qu'ils ont tous reçu des instructions fermes et qu'il leur est quasiment interdit d'évoquer tel ou tel sujet quand c'est aussi flagrant que cela. Pourquoi le faire? Ça, on va vite le savoir. Pourquoi occulter l'assassinat de Mohamed Boudiaf? D'autant que Mohamed Boudiaf, ce n'est pas n'importe quel homme politique. C'est l'un des pères de la révolution de 54 qui a mené à l'indépendance du pays, qu'on va fêter dans quelques jours. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses à l'intérieur du régime. Si on revient là récemment, Gaïd Saleh n'a pas été évoqué 2 ans après sa mort. Là aussi, avec des instructions fermes venues de la junte et du régime militaire. Donc, ils sont dans ce genre de contradiction. Ça peut évoquer plusieurs choses, hein. Ça peut évoquer des malentendus entre eux, ne pas choquer, ne pas blesser un clan contre un autre, parce qu'aujourd'hui l'armée, à force de s'ingérer et de faire de la politique, eh ben elle connaît les contradictions que connaît généralement, traditionnellement le monde politique, et alors qu'elle devrait rester à l'écart de la politique, justement pour ne pas être divisée. La politique divise. Dans la politique, il y a des contradictions, il y a des confrontations d'idées, de discours, et l'armée est rentrée dans ces confrontations pour faire plaisir aux uns et aux autres. Elle risque de se diviser. Quelles sont les raisons profondes? On va vite le savoir, mais c'est très grave, parce qu'au-delà de son passage très court à la tête de l'État, Mohamed Boudiaf reste un des 6 déclencheurs, des 9, 6 à l'intérieur et 3 à l'extérieur, un des 6 déclencheurs de la guerre de libération avec l'Arbi Ben Mehdi, avec Didouche Mourad et avec Karim Ben Boulaid et ses autres camarades. Occulter l'assassinat d'un des pères de la révolution algérienne, c'est très grave, et ça révèle pour moi des profondes divisions à l'intérieur de ce régime. Très bien. Aziz Mouatz, donc merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous depuis Moustaghanem ou Alger, Aziz Mouatz? Moustaghanem, comme d'habitude. Ah, très bien, marhaba bik. Aziz Mouatz, cette occultation ou ce blackout sur l'habituelle commémoration de l'assassinat de Mohamed Boudiaf, quelle lecture en faites-vous? Moi, j'aimerais vous donner quelques pistes pour comprendre un peu comment fonctionne l'Algérie. Le précédent intervenant avait justement, à juste titre, rappelé que Mohamed Boudiaf fait partie des 6 qui ont décidé le 23 octobre 1954, dans une réunion à la Pointe Pescade chez Rad Bokachoura, de la création de l'ALN-FLN et de l'adoption de la déclaration du 1er novembre 1954 qui mettait sur orbite une nouvelle façon de pratiquer la politique et vis-à-vis des partis politiques nationalistes et sur la scène et vis-à-vis de la France coloniale. C'est quelque chose de très important. Moi, j'y suis arrivé grâce un peu à mes lectures et surtout les synthèses que je fais, parce que on m'avait demandé de parler un peu de ce qui s'est passé et de comment a fonctionné, comment continue de fonctionner le modèle algérien. Donc cette réunion de 1954, du 23 octobre, est une réunion qui a mis fin définitivement à la gestion personnelle, aux aïmismes, au leadership de Messali Haj et des autres leaders de partis politiques. Et depuis ce jour, le modèle de fonctionnement du système algérien est un modèle de fonctionnement collégial. Il n'y a plus, et le système ne permet plus, justement, l'émergence d'un leader ou d'un leadership. C'est ça le secret du modèle de fonctionnement qui a été adopté donc dès le 23 octobre 1954 et qui, à mon sens, continue de gérer
le système algérien. Et c'est pourquoi il est très difficile à tous les observateurs, internes ou externes, d'avoir une idée précise de ce modèle de fonctionnement. Alors évidemment, on va se complaire dans des hypothèses d'universitaires, des hypothèses d'historiens, et on essaie de comprendre. On ne peut pas comprendre comment fonctionne l'Algérie si on n'a pas assimilé définitivement cette idée géniale qui a été la mise à la mort du leadership et du zaïmisme en 1954. Alors je vous donne deux exemples précis parce que, bien évidemment, avant la mort de Mohamed Boudiaf, il y a eu, à mon avis, une mort qui lui ressemble beaucoup, qui est similaire, et on a tendance un peu à l'oublier, c'est la mort de Abban Ramdan. Voilà un autre leader du mouvement national qui a pris en charge la gestion à l'intérieur de l'Algérie des premiers mois et des premières années de la guerre de libération, et qui a été lui aussi entraîné jusqu'au Maroc et qui a été éliminé. Il faudrait chercher de ce côté-là, de l'absence ou de la présence ou de l'émergence d'un leadership. Mais avant d'en arriver là, Aziz Mouatz, avant d'en arriver à ces analyses, à ces lectures, pourquoi n'ont-ils pas commémoré cette année ce qu'ils avaient l'habitude de faire, l'assassinat de Mohamed Boudiaf, et on sent, on voit que c'est quasi général, hein, c'est une consigne. Écoutez, comment un pays qui a eu un héros de l'envergure de Mohamed Boudiaf, ce héros de la guerre de libération, à qui on a fait appel en 1992 pour venir diriger, présider le HCE, là vous retrouvez aussi la collégialité, si jamais le dit, ça ne vous a pas échappé. Donc ils étaient déjà 5 pour remplacer la démission ou la mise à l'écart de Chadli Bejdid. Donc vous comprenez bien que la logique que j'essaie de défendre, elle se tient parfaitement parce que l'argumentaire est là. Boudiaf n'était que le président du HCE. Et je vous rappelle, et ça vous le savez, tout le monde le sait, dans un entretien à une chaîne de télévision privée algérienne, qui émet en tout cas à partir d'Algérie, mais qui n'est pas algérienne de statut, le général Khaled Nasser avait un entretien que moi j'ai écouté à plusieurs reprises. Il avait justement parlé de cet épisode de l'arrivée et du départ de Mohamed Boudiaf, et il avait dit ceci. Il avait dit il voulait revenir au Maroc sous prétexte qu'il était son fils. Et Khaled Nasser, qui parlait donc au nom du groupe, est allé le voir pour lui dire, c'est Khaled Nasser qui parle, hein, c'est pas Aziz Mouatz qui invente. C'est dans l'interview. Et il est allé lui dire, maintenant vous êtes président de l'Algérie, vous pouvez pas comme ça partir comme semble ni au Maroc ni d'ailleurs dans aucun autre pays. Vous êtes le président de la République algérienne et donc vous devez réagir en qualité de président. Toujours est-il que Mohamed Boudiaf, dans un entretien à un journal français, je crois, a abordé la question du Sahara occidental. Et Khaled Nasser, il en parle très bien parce qu'il dit, moi je suis allé le voir qualité et j'ai dit, bon, vous avez pris des positions sur cette affaire du Sahara occidental. Ces positions, je vous demande de les geler pour l'instant jusqu'à la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient en septembre et qui tous les ans, comment dirais-je, adopte une résolution sur l'affaire de la décolonisation du Sahara. Alors, je me permets de vous interrompre, Aziz Mouatz, et je demanderai aux trois invités d'essayer pour permettre un tour de micro assez dynamique, de ne pas garder la parole plus de 3 minutes à chaque fois. Je reviens à Nordin Awsat. Un commentaire peut-être avant que je vous pose une question en particulier, Nordin Awsat? Oui, enfin, je ne sais pas si on va revenir sur la personnalité de Boudiaf, parce que je n'ai rien dit, hein. Donc, je ne sais pas. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, ça me permet de vous poser la question et je vous laisserai répondre, Nordin Awsat. On essaye juste de rester dans la limite des 3 minutes à peu près à chaque fois, quitte à revenir après sur la même thématique. Beaucoup de gens disent que Mohamed Boudiaf, lorsque Boumediene lui a envoyé Bouteflika pour l'inviter à devenir le premier président de la République algérienne, à condition qu'il le prenne comme vice-président et ministre de la Défense, a refusé, il a envoyé Bouteflika balader, et donc lui s'est rabattu donc sur Ben Bella qui était le deuxième dans la liste.
Il a donc refusé. Il a dit comment mais cette fois-ci, des généraux putschistes ont violé la volonté populaire, ils ont commis un coup d'État et ils l'ont appelé pour se servir de son image historique comme d'une façade, et là il a accepté. Et ils ont fini par le tuer lorsqu'il a compris comment il a été piégé et comment et pourquoi. Nordin Awsat, je vous laisse nous répondre. Oui, merci. C'est bien d'avoir rappelé donc cet épisode de la prison où il y avait les historiques et auprès desquels avait dépêché Bouteflika, Boumediene avait dépêché son homme de main Bouteflika. Effectivement, pour moi, Boudiaf, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Yahya, que je salue d'abord, et je salue aussi notre ami d'Algérie aussi, c'est Abdelaziz Mouatz. Donc je disais, je suis d'accord avec lui. Boudiaf, c'est un des 6. Boudiaf, c'est un membre de l'OS. Boudiaf, c'est membre du CRUA. Boudiaf, on peut rien dire sur avant 62. Je dirais, moi personnellement, je n'ai que de l'admiration pour lui. Ensuite, vous avez un deuxième Boudiaf, c'est celui de 62, qui va créer un parti révolutionnaire socialiste avec une idéologie marxiste, donc qui va rester un peu dans le flou jusqu'à 79, soi-disant opposant, mais opposant juste d'appareil. Et puis, vous avez ce Boudiaf qui, en 79, il dit avoir dissous son parti juste parce qu'il a vu que les obsèques, les funérailles de Boumediene avaient drainé des foules et que les gens, ils ont pleuré, etc. Il s'est dit, tiens, les Algériens, donc ils aiment les dictateurs, ça ne sert à rien de faire de l'opposition. Il a dissous son parti. Mais ça, c'est le troisième Boudiaf. Hein. Donc, c'est quoi cette naïveté? C'est quoi cette manière de créer un parti, de le dissoudre suite à un événement comme celui-ci, alors que nous savons que c'est de la machination, c'est de l'influence de masse, c'est de la propagande, etc. Bon, mais ce qui est étonnant, c'est le Boudiaf de 92. Boudiaf de 92, alors Boudiaf de 92, qu'on m'excuse, hein, qu'on m'excuse, je vais le dire, c'est un putschiste. Boudiaf de 92, c'est un harki des militaires, des putschistes. Boudiaf de 92, c'est l'homme qui va blanchir, qui va apporter une caution à des. Vous ne pensez pas que le mot Nordin Awsat, vous d'habitude si pondéré, si mesuré, que vous dites c'est un putschiste, moi je l'admets. Mais Harki, des généraux, je m'inscris en faux, parce qu'il n'a jamais été ça, il a été trompé. Un Harki, c'est quelqu'un qui s'engage en connaissance de cause. Lui, il a été trompé, il pensait servir l'Algérie. Cette expression, je la retire, mais je vous rappelle, je la retire. Hein. Je la retire, et je vous rappelle juste que celui qui l'a prononcé, c'est un autre, c'est Mohamed Ghazali. Mohamed Ghazali, Sid Ahmed Ghazali. Sid Ahmed Ghazali. Il a dit nous sommes les Harkis, nous sommes. Il a dit nous sommes, voilà. Lui et les hommes qui ont servi les militaires, ont servi en quelque sorte. Mais néanmoins, je vous remercie de me rappeler, je retire ce mot. Je dirais néanmoins que Mohamed Boudiaf a tenu des propos, par exemple par rapport à ceux qui ont été arrêtés et qui ont été emprisonnés dans les camps du Sud, des propos en disant que s'il fallait emprisonner le double, je le ferais. Et le propos, je ne sais pas si vous allez montrer la vidéo de MBC, elle tient sur 1 minute 50, dans laquelle des journalistes algériens lui posent la question, mais l'homme, il nous parle d'une armée républicaine, d'une armée de démocrates, d'une armée qui est totalement désintéressée par le pouvoir, par la gestion du pouvoir, et qui l'ont fait venir justement parce qu'ils ne veulent pas se mêler de politique. Eh ben, je me permets de vous interrompre, Nordin Awsat. Je me permets de vous interrompre, comme j'interromprai les autres invités au bout des 3 minutes à peu près. Et nous allons écouter ce que vous nous suggérez comme rappel, Monsieur Boudiaf, sur l'armée.
l'armée voulait éviter à cette Algérie l'effusion de sang. Et je puis dire que l'armée algérienne est une armée républicaine qui n'attend que le rétablissement de la situation pour se retirer de la caserne. Et ça, j'en suis convaincu. Yahya Bonouar, sur cette question, M. Boudiaf a-t-il été piégé? Était-il de bonne foi? A-t-il en fait été l'allié objectif des putschistes qui ont fini par le liquider? À votre avis, comment voyez-vous aujourd'hui cette situation avec du recul? Mais écoutez, l'histoire parle d'elle-même. Les gens qui se mettent au service du régime militaire, comme Bouteflika, restent au pouvoir 1, 2, 3, 4. Ils ont même essayé un 5e mandat, alors que Boudiaf a été assassiné 6 mois après. Donc après, est-ce qu'il s'est fait piéger ou pas piéger? Je dis que s'il était au service des généraux, il serait mort au pouvoir après 10 ou 15 ou 20 ans, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, je ne vais pas en rajouter. Très bien. Mais tout à l'heure, Aziz Mouach a suggéré une piste intéressante. Ce que j'ai cru comprendre du moins, c'est que Boudiaf a été liquidé en fait parce que pour sa position sur le Maroc et pour la corruption qu'il commençait à dénoncer. Rappelez-vous, il parlait de mafia. Parlant de ceux qui avaient fait main basse sur le pouvoir, il les qualifiait de mafia. Et il ne cachait pas sa sympathie pour les thèses marocaines sur le Sahara. Yahya. Ah, c'est à moi que vous parlez ou à Aziz Mouat? Oui, Yahya, oui. Oui, après les sympathies pour le Sahara, pour les positions marocaines, on peut les comprendre. Il a vécu en exil, protégé au Maroc, protégé de Boumediene. Il faut rappeler que Mohamed Boudiaf s'est rendu au Maroc après l'assassinat de Mohamed Khader, après l'assassinat de Karim Belkacem. Il a conclu, pas seulement lui, mais d'autres opposants, que pour protéger leur vie, il fallait qu'ils aillent au Maroc. Ils ont été au Maroc. D'autres sont revenus en Europe après la mort de Boumediene. Lui est resté s'y installer. À l'époque, le Maroc, c'est des frères, il n'y avait pas cette haine qu'il y a aujourd'hui et qui a été développée à partir de la fin des années 70 et qui donc, lui, ne l'a pas touché, n'a pas touché Ahmed Rabbi Rahmou, il n'a pas touché d'autres qui ont grandi dans l'esprit maghrébin, l'esprit nord-africain et qui ne considéraient pas le Maroc comme un ennemi, comme veulent nous faire le croire aujourd'hui le régime des militaires, le régime des généraux. Je continue à dire, comme Aït Ahmed, comme Boudiaf, que le Maroc n'est pas notre ennemi et que, au contraire, ce sont nos frères. Donc voilà. Après, le reste, je pense que c'est très difficile et qu'il faut laisser aux historiens le soin de dire la dernière partie de la vie de Mohamed Boudiaf, les derniers 6 mois. Il est rentré en Algérie le 11 janvier, il a été assassiné le 29 juin, c'est moins de 6 mois. Ça appartient aux historiens quand les archives s'ouvriront. Pour l'instant, je pense qu'il faut faire attention aux qualificatifs et ne pas salir la mémoire d'un homme qui reste l'un des 6 qui ont déclenché la révolution, qui a abouti à l'indépendance de l'Algérie, qui a fait de l'Algérie une nation parmi les nations. Encore une fois, ma gratitude à Mohamed Boudiaf et ma gratitude à tous ceux qui ont sacrifié leur vie, leur jeunesse pour que l'Algérie soit une nation parmi les nations. Aziz Mouat, vous avez interrompu tout à l'heure, si vous souhaitez poursuivre ce que vous disiez. Oui, j'aimerais continuer effectivement parce que dans l'entretien du général Khaled Mzar, il avait dit à Mohamed Boudiaf, le président du HCE, attendez la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'affaire du Sahara occidental et après vous prenez une décision qui vous conviendra. Personne ne viendra vous dire quelque chose de contraire. Donc voilà, à mon avis, on a un peu installé le contexte dans lequel je dis et je répète, Mohamed Boudiaf qui est toujours pour moi un des membres fondateurs, mais l'un des principaux fondateurs de la guerre de libération de la LN et du FLN, à mon sens, dans le domaine politique, il a été un piètre politique
Et quand vous dites qu'il a été piégé, il n'a pas été piégé. On est allé le voir, on est allé le convaincre. Il a été convaincu de la nécessité de venir parce qu'effectivement, le pays se trouvait dans une impasse, pour ne pas dire autre chose. Et ça a été difficile et plusieurs... Mais Aziz Mouatz, est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je vous disais que Mohamed Boudiaf Rabbi Rahmou a cautionné un coup d'État contre la volonté populaire? Il a protégé l'image de généraux qui allaient se révéler des génocidaires, qui allaient commettre un carnage sur les civils. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi ou est-ce que vous diriez autre chose? Auquel cas, vous êtes libre de le faire. Nous sommes en direct. Ça serait faire injure à Mohamed Boudiaf et à la mémoire de Mohamed Boudiaf que de dire qu'il a cautionné. Il n'a pas cautionné. Mohamed Boudiaf était venu dans l'esprit de Mohamed Boudiaf du 1er novembre 1954. C'est-à-dire que pour lui, le pays était en danger et le pays était réellement en danger. Il fallait venir pour aider à sa réhabilitation et puis à la sauvegarde du pays. Il est venu dans cet esprit-là. Il n'est pas venu dans un esprit de coup d'État. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il rend hommage à l'ANP, chose qui est tout à fait normale, parce que sans l'ANP, sans cette colonne vertébrale de ce pays, l'Algérie, elle serait partie en bouillie, quoi. C'est une évidence. Donc, il n'a pas... Mais la suite, Aziz Mouatz, la suite des événements allait nous révéler, et aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut voir ce qu'a été cette junte. C'est des gens qui sont enrichis en milliards de dollars pendant qu'ils tuaient de la main gauche. Ce sont des gens qui ont des biens colossaux à l'étranger. Ce sont des gens qui fraudent les élections, qui incarcèrent ceux qui osent contester. Ce n'est pas cette armée républicaine dont vous parlez et dont a parlé feu Mohamed Boudiaf Rabbi Rahmou. Là, vous parlez de cas particuliers. Moi, je vous parle de l'armée nationale populaire, qui est l'héritière de l'armée de libération nationale, dans laquelle mes parents se sont engagés, pour laquelle ils sont morts. Donc, moi, je fais la différence entre ceux qui ont profité du système. Ils ne sont pas uniquement que militaires. Il y a aussi beaucoup de civils qui en ont profité. Il y a beaucoup de chefs de tribus, il y a beaucoup de chefs de partis. Moi, quand je vois les sièges de certains partis politiques à Alger, très franchement, je suis étonné qu'on les affuble du titre de démocrate. Ils ont des sièges fabuleux que même les grands partis aux États-Unis ne possèdent pas. Donc, il faut rendre un peu cette justice. Moi, je fais tout à fait la part des choses. L'armée nationale populaire est une vraie armée populaire et c'est la colonne vertébrale de ce pays. Et c'est grâce essentiellement à ces soldats et à ces officiers que le pays tient et tiendra. Voilà, c'est très clair. Mohamed Boudiaf est venu dans ce cadre-là. Il n'est pas venu dans un cadre de coup d'État. Le pays était pratiquement à 100. Il est venu, il a essayé d'apporter sa caution. Son erreur, c'est que politiquement, il n'était pas préparé. Ça, moi, je vous le concède volontiers. Il s'est très mal entouré parce qu'il a il a quand même ramené beaucoup d'anciens camarades à lui qui étaient dans le PRS, mais qui n'avaient aucune pratique de la politique et aucune pratique du pays, parce qu'il a été complètement paumé. Le gars, il était dans sa petite... Les gens, ils croient que c'était une grosse briqueterie. Moi, je connais quelqu'un, c'est le fils de Mourad Boukachoura, qui est allé lui rendre visite. C'est un hangar, la briqueterie de Mohamed Boudiaf. Hein. C'est même pas une coopération. Oui, en effet. Je me permets de vous interrompre. J'apporte de l'eau à votre moulin pour dire qu'un ami que je connais m'a bien confirmé que c'est une petite briqueterie artisanale. Hein. Ce n'est pas cette usine qu'on lui prête hyper performante. Je reviens à Nordin Aoussat. Mais Nordin Aoussat, je vais vous faire écouter une déclaration de M. Boudiaf qui est très étonnante, qui n'est pas laïque du tout. Du tout. Ça veut dire qu'à la limite, moi, si j'étais le fils, je n'aurais pas trouvé de meilleur allié à écouter ce qu'il dit, hein, puisqu'il veut confier les mœurs et certaines choses à la mosquée. Écoutez bien ce qu'il dit, M. Boudiaf Rabbi Rahmou. Et je reviens à vous, Nordin Aoussat. Monsieur le Président, il y a eu des critiques au sujet de l'utilisation des mosquées à des fins, à des discours politiques. Et quel est le rôle que vous envisagez pour la religion en politique? Est-ce qu'il y a un projet de limitation, voire même d'interdiction, comme dans d'autres pays, de l'utilisation de la religion à des fins politiques? Nous visons à travers la démocratie une société égalitaire, une société moderne, une société qui s'ouvre sur l'extérieur, une société qui s'ouvre sur l'universel, au lieu d'une société qui va nous ramener 13 siècles en retard.
C'est pourquoi nous pensons que la mosquée, dans ce domaine, peut aider dans le domaine des mœurs, dans le domaine du comportement, dans le domaine, dans divers domaines, à servir cette société, à ne pas la desservir. Et l'islam n'a jamais été, l'islam sunnite n'a jamais été pour les extrêmes, n'a jamais été pour le sang. Parce que quand un type se prétend être un musulman et que se permet d'envoyer des jeunes pour tuer d'autres jeunes de la même nationalité, ça, ce n'est pas notre islam. Notre islam, c'est l'islam de la tolérance. Notre islam, c'est cette religion qui doit nous aider à nous trouver nous-mêmes. Et l'Algérie, il a des choses, son islamité, son arabité, sa berbérité, tout ça, c'est le contenu de la société. Nous ne voudrions pas que l'arabité ou la berbérité soient utilisées ou manipulées en vue de diviser seul. Monsieur le Président. Nordina Oussad, d'abord, petite remarque, Houssine m'a dit à l'oreillette, mon collègue Houssine m'a dit à l'oreillette quand j'ai dit qu'il a en fait cautionné les crimes, les massacres, les carnages des généraux. Houssine m'a appelé à l'oreille, il m'a dit c'est ce qu'a exactement dit Aït Ahmed Rabbi Rahmou. Je ne vais pas cautionner leurs crimes et leurs... mais sinon, donc, à écouter M. Boudiaf, il a une vision de l'islam très très bonne, très large, très modérée, mais plus que ça, il parle de confier les mœurs et les comportements à la mosquée. Ça veut dire que c'est de la politique qui lui confie en fait, Nordina Oussad. Excusez-moi, si Jamaldine, je ne sais pas, on ne connaît pas cet épisode, on ne connaît pas ses idées sur ce point. Ce que j'aimerais, moi, rappeler, et moi, je ne juge pas la personne sur son passé de patriote, de nationaliste, de combattant pour la libération de l'Algérie. Ça, on est tous d'accord. Ce sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est que début janvier 92, je dis bien début janvier 92, il reçoit les journalistes du Jeudi d'Algérie, qui était un hebdomadaire. Il reçoit à Knetra les journalistes qui lui posent la question sur les résultats du premier tour. Il dit texto, je vais lire ce qu'il dit, hein. Il dit, il faut respecter les résultats des élections. Il dit, c'est le choix. Hein. Maintenant que le fils est là, il a la majorité, il doit diriger le pays. C'est le choix des Algériens, en particulier les jeunes. Et il rajoute toujours dans ce Jeudi d'Algérie du 9 janvier 92, si l'armée intervient, il faut lui dire de respecter les règles du jeu puisqu'elle a accepté le passage aux urnes. C'est ce qui est étonnant. Ce qui m'étonne, moi, c'est que quand il rentre, il y a Houssine Ahmed, il est vivant, qu'on vient de citer, Ben Bella, il est vivant, Mahri, il est vivant, Bitat, il est vivant. Il y a des anciens comme lui qui ont la même légitimité comme lui, qui ont le même histoire, qui sont aussi des personnes intègres. Pourquoi il ne va pas les consulter? Et pendant les 6 mois où il était à Alger, il avait 3 interlocuteurs. Il avait 3 généraux. Il avait, comment il s'appelle, l'Arbi Belkhir. Il avait une Toufiq Mdiyen et il avait Khaled Nazar comme seul interlocuteur. Il n'a pas rencontré les autres. C'est ça qui m'étonne. Mais sinon, pour la mosquée, bien entendu, ce qu'il a dit, je l'approuve. Et je vais dans ce sens-là, mais je rajouterai quelque chose. Quelqu'un qui respecte l'islam, il ne met pas 15 000 hommes dans des camps au sud, à la merci, dans des tentes en jute, sous le soleil et l'effroi de l'hiver et des nuits. Un musulman ne ferait pas ça. Et lui, il l'a fait malheureusement, il l'a cautionné. Et je l'ai entendu. Et parmi ces gens-là, bien entendu, il y a des proches à moi que je connais et que je sais qu'ils ne sont ni militants, ni des hommes qui auraient fait la moindre chose contre leur pays. C'est ça aussi Boudiaf, on doit l'accepter. Très bien. Yahya Bounouar, sur ces camps du Sud, finalement, on ne peut pas fuir la réalité. M. Boudiaf a signé les documents, les textes qui ont permis l'ouverture de ces camps de concentration. On les appelle comme on veut, mais c'était des camps de concentration très durs, situés au sud, au Sahara, dont certains étaient à Argan.
et dont tout le monde connaît un peu l'histoire nucléaire, j'allais dire, de la région. Yahya Bounoir, sur cet aspect de Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou. Évidemment, personne ne va nier les réalités. Il a participé pendant la courte période où il était à la tête de l'État à cautionner certaines décisions qui ont été prises, notamment décisions sur les camps dans le sud. Par contre, quand quelqu'un dit Boudiaf a cautionné les crimes qui se sont déroulés après, je vous rappelle qu'il a d'abord été tué, lui en premier. Ils ont commencé par lui. La véritable guerre civile ou guerre contre les civils a débuté par son assassinat en direct à la télévision avec un choc psychologique massif. Et c'est à partir de là que le bain de sang a commencé. Donc ils ont commencé par lui. Ils ne pouvaient pas cautionner quelque chose qui est arrivé après sa propre mort. Donc évidemment, ça reste un être humain. Je rejoins un peu Aziz Mouad quand il dit que la politique, c'est la politique interne qu'il ne connaissait pas bien, la société algérienne qu'il apprenait à la connaître, et il l'a quitté plus de 30 ans, qu'il ne connaissait pas du tout le fonctionnement du régime, qu'il croyait à la parole de Belkher, Khaled Nizar, Toufiq et Sid Ahmed Ghazali, et qu'il voulait faire tout ça pour le bien des Algériens. D'ailleurs, Nourdine Aoussad vous a rappelé ce qu'il disait avant d'arriver, et ensuite quand ils ont été le chercher pour lui dire que le pays était en danger, évidemment il s'est encore sacrifié. Les intentions, ce qu'il pensait, ce qu'il allait faire, ce n'est pas, on juge pas les gens sur les intentions, on les juge sur leurs actes, les actes qu'il a commis pendant les 6 mois, moins de 6 mois où il était à la tête de l'État. L'histoire le condamnera pour ça, mais encore une fois, on ne peut pas lui faire porter ce qui s'est passé, les crimes, le bain de sang de la décennie noire qui a commencé réellement après son propre assassinat. Donc on ne sait pas ce qui se serait passé s'il était resté vivant, peut-être n'aurait-il pas accepté cela. D'ailleurs, le Zerouel qui est arrivé après lui n'a pas accepté. Au bout de 2 ans, il a commencé à chercher à négocier avec les maquis islamistes. Donc faire porter à un mort quelque chose alors qu'il était déjà mort, c'est pas honnête. Voilà, qu'il assume ce qu'il a fait, il assume ce qu'il a fait quand il était vivant, mais on va pas lui faire porter quelque chose alors que ils ont commencé par l'assassiner lui-même. Yahya Bounoir, comme c'est le dernier tour de micro et que nous arrivons à la fin, et que vous êtes l'un des organisateurs de la manifestation qui doit avoir lieu le dimanche prochain, grandiose marche, nous annonce-t-on, manifestation ou marche, vous allez nous dire. Est-ce que vous pouvez nous en parler en moins d'1 minute, s'il vous plaît? Un peu plus d'1 minute quand même. Donc oui, c'est une marche le 3 juillet à Paris, entre Place de la République et Place de la Nation. Alors d'abord pour commémorer l'histoire, commémorer l'indépendance, rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie soit indépendante. Ensuite, pour le présent, parce que le présent, je vous apprends rien en vous disant qu'il y a près de 300 personnes aujourd'hui, 300 Algériens qui croupissent dans les prisons pour un poste, pour une opinion ou pour une critique, que les libertés sont écrasées, qu'il n'y a pas de libre exercice de la politique dans notre pays, et que nos compatriotes à l'intérieur n'ont que nous pour porter leurs souffrances, pour porter leur voix, pour dénoncer ce qu'ils subissent au quotidien. Et enfin pour l'avenir, parce que nos anciens ont arraché au prix du sang l'indépendance, mais nous devons poursuivre la lutte, nous devons poursuivre le combat pour arracher la liberté, la démocratie, construire un système démocratique qui permettrait aux Algériens de vivre librement et dignement dans leur pays. Et donc pour cela, j'appelle nos compatriotes de la diaspora à venir massivement participer à la manifestation. Alors rappelez-nous, Yahya, dimanche, quelle heure? Donc venir participer pour l'histoire, pour commémorer, pour le présent. Quelle heure, quel endroit au juste?
Place de la République à 13h, dimanche 3 juillet. Donc venez nombreux. On sait que de nombreux compatriotes arrivent de tous les pays européens, du Canada, des États-Unis. Et encore une fois, c'est une manifestation pour l'histoire, une manifestation pour le présent et une manifestation pour l'avenir. Merci Yahya. Nordine Naoussat, c'est le dernier tour de micro. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre livre, dont beaucoup de gens parlent, et dont on nous dit justement que vous allez animer une dédicace vente, peut-être en parler aussi avec nos compatriotes à la place de la République à Paris, justement. Absolument, c'est Jamaldine. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai regroupé mes articles, les chroniques que j'ai faites depuis 1990 jusqu'à pratiquement 2020. J'ai trouvé, moi-même en faisant ce retour, que je parle de l'Algérie, bien entendu, je parle de l'armée. Je pense que c'est le premier livre qui est dédié au Hirak et qui est dédié surtout à Dawla al-Madaniya Machi Askaria. Je le dis dans l'introduction très fortement, je le dis dans la conclusion. J'ai un article que j'ai écrit en 95 sur l'armée algérienne, les 4 vérités sur l'armée algérienne, dans lequel je rappelle que ce qu'est l'armée algérienne, le message pour une phrase du livre, c'est que nous, qui sommes encore vivants, et qui connaissons l'Algérie et qui connaissons la France, nous devons agir et œuvrer. Vous en avez tout à l'heure rappelé quelques faits de cette complicité de la France-Algérie. Alors dans ce livre, d'ailleurs c'est le titre, agissons pour faire divorcer l'Algérie de la France et faire divorcer la France de l'Algérie pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait paix et apaisement et des relations saines entre l'Algérie et la France. Il faut commencer d'abord par un véritable divorce, une véritable séparation entre l'Algérie et la France. Et c'est à ça que le livre appelle, en rappelant quelques sujets de société française et les articles que j'ai écrits et sur l'Algérie. Et bien entendu, je le reçois le livre demain. J'ai tout fait pour qu'il sorte avant le 3 juillet. J'ai vraiment de la chance et j'ai œuvré pour ça. Il sera, Inch'Allah, dimanche, avec l'aide d'Allah. On fera une table, on signera, on dédicacera quelques exemplaires à nos compatriotes que je ferai avec plaisir. Je ferai un prix d'amis pour les frères. Je ne le vendrai pas au prix affiché. Et tout cela, bien entendu, pour dire que la mémoire, elle est là. Ce livre-là, c'est un livre de mémoire, mais c'est surtout un livre qui tend vers le futur, l'avenir, que l'Algérie devienne un État civil, un État démocratique, indépendant de la France, et que la France aussi soit un État qui respecte ses valeurs. Merci Nordine Naoussat. Aziz Mouatz, pour le coup, vous avez le mot de la fin. Merci Jamaldine et merci à vos deux invités. Je voudrais rappeler qu'on peut être un très grand révolutionnaire, et Mohamed Boudiaf a été un très grand révolutionnaire, et être un très mauvais, un piètre gestionnaire. Hélas, mille fois hélas, il a été un très grand révolutionnaire, il a été un piètre gestionnaire. Ça ne s'apprend pas, soit on a des prédispositions, soit on ne les a pas. Son absence du pays l'a desservi, et son retour fracassant l'a aussi desservi. Paix à son âme, paix à l'âme de tous les martyrs, et vive l'Algérie indépendante, et vive le 5 juillet, fête de l'indépendance, pour laquelle beaucoup d'Algériens à travers le monde sont en train de regarder, parce qu'il va y avoir pour la première fois depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, enfin un défilé sur l'ex-avenue de la LN, le grand boulevard qui borde la grande baie d'Alger. Ce sera un défilé magnifique de l'armée nationale populaire. Aziz Mouatz, merci. En tout cas, on ne nous reprochera pas de faire un peu la propagande pour la junte. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Je ne parle pas de l'armée algérienne, qui est l'armée du peuple. Je parle de ceux qui l'ont prise en otage et qui se servent de l'argent des Algériens, non pas pour faire honneur à l'Algérie, mais pour se faire mousser eux-mêmes. Et leur façade qu'ils disent républicaine, en l'occurrence, M. Tebboune. Merci Yahya Bonouar, merci Nordine Naoussat, merci à vous, chers amis.
d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bisslama.